bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où on va parler du club des Hachichins. Aujourd'hui, je suis bien sûr accompagnée de François-Olivier, l'éternel, et mais aussi d'Amani, que je vais laisser se présenter un peu plus en détail. Oui, salut. Donc moi, c'est Amani. J'ai une formation en pharmacologie, en biomédicale. Et comme nous tous ici, je suis fascinée par le cannabis. Je travaille également là-dessus en ce moment, justement sur un projet vraiment cool où on fait de l'administration de CBD avec du THC et on essaye de voir si le CBD module la psychoactivité du THC. Donc voilà, c'est à peu près ça. C'est trop intéressant. C'est un super projet, le projet Spectre, qu'on vous invite à aller regarder sur le site du labo, dans les futurs papiers en rédaction, tout ça. Ça arrive. Donc on va parler aujourd'hui d'un club très très sélect, un club parisien très sélect, qui n'est autre que le club des Hachichins. Donc dans les esprits, c'est quoi ce club ? C'est quoi le club des Hachichins ? Le club des Hachichins, avant tout, je pense qu'on peut dire que c'est un symbole, c'est un mythe. Mais c'est aussi un groupe de gens un peu coquins, un peu burlesques, un peu fêtards, qui aimaient se réunir pour consommer du hash. C'est quoi du hash? Qu'est-ce que c'est du hash? On dit club des hachichins. En passant, hachichin, c'est même pas un mot qui existe vraiment. C'est vraiment une construction d'un mot qui a été développé par des gens, entre autres ces personnes-là qui l'ont popularisé. Mais c'est quoi du hash? Faut vous me répondre. Oui, bien sûr. Sérieux. Allez-y, là, c'est quoi du hash pour vous? Déjà, le hash, c'est le hashish. Peut-être qu'on peut utiliser le terme. Bien sûr. Et donc, hashish, en arabe, ça veut dire herbe. Mais ici, ça désignerait de la résine de cannabis. Et le club des hachichins, encore une fois, le terme vient de hashish et de assassin, parce qu'en soi, c'était pour définir une secte de soldats qui, soi-disant, consommeraient du cannabis, qui seraient dans un état second, et puis ensuite auraient plus de motivation à la bataille durant les croisades. Je sais pas si ça répond, mais c'est un mélange de tout ça. C'est une belle étymologie, je sais pas, c'est son étude en tout cas, l'étymologie, qui est un peu controversée aussi, comme quoi assassin viendrait de hashish, etc. Ouais, mais bon, ça, on pourrait peut-être en reparler un peu plus tard, si jamais il y a des gens qui regardent la vidéo, qui ont envie d'écrire dans les commentaires d'où vient exactement le mot hash, avec toutes les significations que ça peut porter dans différentes langues, dans différentes cultures, qui est une science qui est extrêmement complexe. D'ailleurs, notre ami l'historien Duval, qui a écrit sur l'origine du bong, qui va être un prochain épisode, parle constamment de l'origine des mots. Puis on peut trouver ça un peu banal, mais à chaque fois qu'il décrit d'où viennent les mots, puis qu'il retrace du mot actuel jusqu'à son origine, c'est tellement complexe. Il y a une grosse évolution à chaque fois. Fait que si jamais il y a des gens qui sont érudits sur l'évolution des mots, on serait intéressé à savoir ce que vous en pensez. Mais donc, si on peut revenir sur c'est quoi le club des hachichins, dans le fond, c'est un regroupement de gens souvent présentés comme une espèce de mini-société, groupe secret, mythique. Malheureusement, principalement de la gente masculine. C'était beaucoup des messieurs, des gars de l'époque, qui se retrouvaient dans un lieu qui est à la fois historique et aussi mystique, qui est l'hôtel Pimodan, qui s'appelait l'hôtel Pimodan à l'époque. Et ces gens-là se sont rencontrés à cet endroit-là, à Paris, donc en France, entre les années 1844 et 1849. Donc dans ce bâtiment-là, qui est maintenant un bâtiment qui appartient, je pense, au patrimoine culturel de la France. C'est au 17 quai d'Anjou, sur l'île Saint-Louis. C'est un bâtiment donc, qui existe encore, qui est à vocation culturelle. Fait que je ne sais pas si on peut le visiter, si jamais vous allez à Paris. Vous pouvez essayer d'aller visiter. Ça pourrait être chouette. Mais on peut le voir. Tu aurais pu aller. J'arrive tout juste de Paris pour un congrès, en effet. Puis c'est drôle parce que j'avais dans les plans d'aller voir. Puis avant, j'étais allé voir sur Google Maps. OK, c'est où? Est-ce qu'on va être? Nous, on était dans le 13e. C'est pas très loin. Le 13e, c'est assez bien placé. Puis finalement, parce que l'horaire était trop chargé, j'ai pas pu aller voir ça. Mais j'étais comme, je veux aller voir l'hôtel des hachichins. Mais donc, l'activité principale de ces gens-là qui se retrouvaient là, il faut le dire quand même, c'était
consommer du hash, mais manger du hash. Donc, ils se retrouvaient en convives qu'ils avaient choisis avec attention. Puis c'est un peu ça, une partie du mythe, c'est que c'était des gens, puis on va en reparler un peu plus tard, qui, en quelque sorte, contrôlaient un peu ce club-là, qui administraient ce club-là, qui devaient trouver des compatriotes chaque semaine, chaque mois, puis enfin, on ne sait pas exactement à quelle fréquence ça avait lieu, mais ils étaient chargés d'inviter des gens, donc sur invitation, pour ensuite laisser libre cours à leur appétit pour le hashish finalement. Donc, mais le but comme tel, c'était vraiment d'expérimenter les effets du hash. Ce qui est cool, est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi le nom qu'ils donnent aux soirées, aux événements? Ah oui, Fantasia. Exact, ils appelaient ça les Fantasia, ce qui est vraiment très cool. D'ailleurs, c'est un des premiers films de Disney. C'est vrai. Qui est une espèce de fantaisie ludique, un peu psychédélique, hallucinogène. Puis pourquoi, donc, on appelait ça des Fantasia? Puis pourquoi il y a un lien avec le fait d'halluciner des choses? Ben, c'est que les cannabinoïdes sont très proches de la classe de molécules des psychédéliques, puis à très forte dose, tu peux carrément halluciner plein de choses. Puis une des meilleures façons, une des façons les plus efficaces d'avoir une intensité une des meilleures façons de bad tripper, c'est de manger. Non, mais ça peut... Puis je dis bad trip, mais juste par souci d'éducation puis de réduction des méfaits, mais c'est pas forcément qu'une mauvaise expérience. D'ailleurs, ce que les gens racontent dans ces récits-là de soirée, ben, c'est pas nécessairement qu'ils faisaient des bad trips. Non, au contraire, ils prenaient cette substance-là en mode ingestion, puis les effets psychoactifs étaient tellement élevés, parce que le hashish, c'est quand même concentré, qu'ils hallucinaient, tu sais. Puis ça, c'est un des effets secondaires les plus rapportés des hautes doses de THC, là, c'est les hallucinations. Fait que c'est pour ça qu'ils appelaient ça Fantasia. Donc, le nombre et l'identité des personnes qui faisaient partie du club, c'est un peu flou. On ne sait pas exactement. Puis les gens disaient alors qu'ils mangeaient, ils appelaient ça le dawamesque. Le dawamesque, c'était le nom qu'on donnait au hash. Puis c'était une genre de pâte, là, comme une espèce de pâte verte, c'est ça. Exact. La confiture verte aussi, qu'ils appellent ça. Oui, avec des noix ou je sais pas. Ouais, ils mélangent ça avec... ceci n'est pas une recette. Ils mélangent ça avec du beurre, des noix. Il n'y avait pas des fruits aussi, genre des abricots ou... Ah, ça se peut. Ça a l'air... ça a l'air bon, donc. La meilleure façon. Au final, c'est comme les bouchers qui à la SQDC, là, les bouchers date, c'est vrai. Quoi. Elsie, là, ouais. Mais c'est vrai qu'ils en consommaient quand même beaucoup parce que... Enfin, ceci dit, on n'en sait rien non plus. On n'a pas de vérification historique là-dessus, mais en tout cas, dans le récit de Théophile Gautier, donc éponyme, qui s'appelle Le Club des Hashichins, si vous voulez aller lire, ils disent que, ils en consomment un pouce, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, moi, j'ai pas le même pouce que toi. Alors, mais c'est proportionnel à justement, ton pouce représente la portion que tu dois prendre pour ta corpulence. C'est plutôt intelligent, en fait. J'espère qu'ils mesuraient pas, du même pouce à chaque fois. Ils se sont dit, attends, qui a le plus gros pouce dans la salle? On va prendre sur lui, on va prendre sur lui. C'est ce que je ferais. Mais là, t'as nommé quelqu'un. T'as parlé de Théophile Gautier. Oui. Ça, ce que je pense qui est quand même intéressant de dire, c'est que oui, il y a un aspect d'inconnu dans ce mythe historique-là. Donc, c'est difficile de départager quels sont les faits historiques, quels sont les faits qui ont été inventés, transformés, embellis ou romancés, si on veut. Mais il y avait 3 personnes clés qui étaient impliquées dans à peu près toutes les séances qu'il y a eu entre 44 et 49. C'était Fernand Boissard. Fernand Boissard, c'était qui? Mais c'était l'autre. C'était la personne qui habitait, qui résidait, puis on appelle ça l'hôtel. Mais tu sais, il a quand même habité dans un hôtel pendant 5 ans. Là. Mais donc, lui, c'était vraiment la personne qui recevait les gens. Puis c'était qui, Fernand Boissard? Il a peut-être été un peu oublié, mais c'était un peintre, c'était un musicien. Certaines personnes prétendent que ça a été un peu une espèce d'artiste raté ou déchu à la fin de sa vie parce qu'il y avait un potentiel immense qu'il n'a jamais vraiment réellement exploité.
Mais par contre, il a été reconnu pour certaines œuvres qu'il a faites, mais il est comme un peu... sa carrière a comme fini un peu en queue de poisson, je pense. Mais c'était quelqu'un qui était extrêmement apprécié, qui était jovial, qui était accueillant. Les gens l'aimaient, les gens avaient envie d'aller chez lui, puis c'était sa résidence. Donc, il était vraiment une personne centrale là-dedans. Puis il y avait aussi Jacques-Joseph Moreau, dit Jacques-Joseph Moreau de Tours, qui lui était vraiment l'espèce de spécialiste scientifique dans le trio. C'était un psychiatre qu'on appelait à l'époque un aliéniste. Que, bon, on recommande pas d'utiliser ces mots-là maintenant, mais à l'époque, on utilisait un peu cette image-là de l'aliénation mentale. Il était fasciné, obsédé par l'aliénation mentale, c'est-à-dire le changement d'état de conscience, puis comment ce changement d'état de conscience-là était conditionné par quoi, qu'est-ce que les gens vivaient, puis qu'est-ce qu'on pouvait comprendre. Finalement, c'est un peu philosophique, mais comment on peut comprendre la réalité en abordant ces questions-là de l'aliénation mentale. Ou la reproduire un peu d'une certaine manière. Oui, il voulait la reproduire pour mieux la comprendre. Ouais, c'est ça. Puis c'était lui aussi qui était le pourvoyeur de la substance. Donc c'était lui qui s'occupait en général, on peut penser, là, de ce qu'on a comme récit historique. C'était lui qui était le pusher, finalement. Il y a des rumeurs comme quoi il faisait pousser le weed sur le sol de la salpêtrière à Paris, qui est un hôpital. C'est vrai? Ouais. J'ai vu des rumeurs comme ça sur quelques... Bah, tu sais, c'est pas impossible. Imagine-toi qu'il était obsédé, mais il était fasciné par le monde des cannabinoïdes, puis il était fasciné par l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale physique, parce qu'il a quand même participé à des essais chez l'humain. Il était comme... Puis il avait accès je vais faire pousser la plante. Et sinon, c'était quoi l'autre possibilité? Est-ce que ça aurait pu être ramené depuis les soldats français en Égypte ou... Mais je crois que c'était... Je crois que de ce qu'Erwan nous a dit, on ne savait pas trop de comment le cannabis, à l'époque, était répandu en France, si on peut parler de répandu, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Mais moi, c'est la théorie qui m'a un peu fait rire aussi. J'étais là en mode, ok, le psychiatre qui fait pousser du weed sur le sol de l'hosto. Ça a changé, ça m'apparaît plus facile que d'essayer de s'en procurer à une époque où mais c'est ça aussi. C'est répandu. On t'en ramène une fois, tu te débrouilles. Tu comprends que tu peux faire pousser. Et il y avait aussi Théophile Gautier. C'est ça, c'est lui c'est un des 3 acteurs dont on a parlé là, précédemment. Théophile Gautier, c'est qui? Mais c'est un écrivain, puis c'était vraiment une espèce de disséminateur des connaissances comme expérientielles qu'ils avaient fait pendant ces séances-là. Donc, c'était un écrivain, c'était un poète qui avait une plume incroyable. Puis c'est en partie une des raisons pour lesquelles c'est devenu un mythe, c'est que Théophile Gautier a écrit le livre éponyme, Le Club des Hachichins. Et beaucoup de gens ont utilisé ce livre-là, ou ce conte-là, en fait, cette histoire-là, comme étant un récit de la réalité, de vraiment ce qui s'est passé. Mais ce que Théophile Gautier a écrit, c'est pas la réalité, c'est une espèce de vision très romantique de ce que c'était. Donc... un roman fantastique un peu. Ouais, c'est ça, c'est assez fantastique. Puis c'était Théophile Gautier, par je ne sais quel moyen et je ne sais pas pourquoi, qui était le recruteur des gens qui devaient aller aux soirées. Donc c'était lui qui, tu sais, fait que t'avais l'hôte, Boissard, que lui c'était sa job d'être l'hôte. Après ça, t'avais Moreau, qui était le scientifique qui trouvait la substance. Et puis après, t'avais Gautier qui allait chercher des gens par-ci, par-là de son cercle. Puis c'était tout à peu près des mêmes type de personnes. C'est des bourgeois un peu bohèmes, un peu décousus, des aristocrates déclassés à l'époque. C'était des gens qui étaient un peu en marge, qui vivaient leur best life, qui pensaient à s'écrire des mots dans la journée pour se dire on va se rejoindre pour manger du hash plus tard. Donc... Qui avait ce temps-là, en fait, pour explorer, pour... oui, c'est vrai. Puis c'était un contexte particulier parce que c'était à l'aube de la 3e Révolution française. En 1848, où là, on a changé encore une fois la monarchie pour la République, qui est un système basé un peu plus sur la démocratie. Fait que je pense que, c'est ça, c'était un contexte particulier qui a contribué aussi au mythe là, du fait que maintenant, on a peut-être une vision un peu tordue de ce que c'était pour vrai. Mais pour éclaircir cette vision, on a pu discuter donc avec Erwan Pointeau-Lagadec, qui donc a écrit un livre qu'on vous recommande chaudement, qui s'appelle Le Club des Hachichins du mythe à la réalité. Donc Erwan, qu'est-ce qu'il fait? Il est historiographe,
Il me semble que c'est ça le terme exact. C'est ça. Oui, exact. C'est ça le terme. Aucune idée. Et donc, en fait, il retrace l'histoire des drogues en France. Alors, pas que du cannabis, mais le club des Chichins l'a mené quand même à traiter un peu du sujet du cannabis. Donc, c'était une rencontre très enrichissante. C'était vraiment très, 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 très chouette. Mais donc, voilà, dans le club des Chichins, il y a quand même une part de mythe, il y a une part de vérité. Du coup, entre autres, en partie sur les gens qui ont participé, les gens qui on n'est pas sûr qu'ils ont participé. Je crois qu'il y a 2 femmes où on n'est pas vraiment sûr, ce qui ramène quand même l'idée d'un club entièrement masculin. Et la fréquence aussi, peut-être. Ouais, je crois que c'était la fréquence. Il y a 3 rencontres, on était sûr qu'elles sont arrivées. Ouais. Mais en réalité, il y a des rapports. Il y a eu 5 ans, je crois, entre le début et la fin. Ouais. Et quand on entend parler du club, on a l'impression que c'est quelque chose de vraiment très récurrent, régulier. Oui. Mais c'est ça, c'était très espacé dans le temps au final. Et, c'est vrai que 3 rencontres en 5 ans, du moins dont on est sûr historiquement. On est sûr, c'est ça. Bon. En fait, c'est que je pense qu'une des façons dont on peut le prendre, puis c'est une des raisons pour lesquelles aussi ça a été un mythe, c'est qu'après ça, il y a plein de gens, justement, on ne sait pas combien il y a eu de rencontres, qui assistait réellement aux rencontres. Mais c'est devenu mythique en partie parce qu'il y avait des membres présumés de ce club select-là qui ont raconté leur expérience dans différentes œuvres, que ce soit des romans ou des poèmes même. Dont des gens qui sont extrêmement importants dans l'histoire de la culture puis l'histoire de l'art. Eugène Delacroix, qui est un peintre absolument historique, qui est à l'origine du courant romantique en peinture, donc c'est quand même pas un 2 de pique, là. Charles Baudelaire. Tout le monde connaît Charles Baudelaire, entre autres pour Les Fleurs du Mal, qui a écrit et qui décrit l'expérience du hashish et qui, à tort, a été interprété, comme le disait Erwan, comme un espèce d'encensement de l'effet euphorique des cannabinoïdes, puis des drogues en général, alors que c'est l'inverse. Il écrivait ça pour décrire à quel point il trouvait que ça faisait peur, puis que c'était extrême et tout, tu sais. Donc, puis, tu sais, Charles Baudelaire, c'est quand même quelqu'un d'assez important qu'on étudie encore là, largement partout à l'école. Honoré de Balzac, que peut-être plusieurs connaissent aussi, qui est aussi un écrivain. Un peu moins connu, Gérard de Nerval, aussi un autre écrivain et poète qui a été assez important là, dans son courant historique. Alexandre Dumas, qui est un très, très puissant écrivain, qui a écrit quoi? Les Trois Mousquetaires. Et Le Comte de Monte Cristo, encore des chefs-d'œuvre de la littérature, tu sais. Même que ce soit par écrit, en poème, que ce soit des chansons, des pièces de théâtre, des comédies musicales. Donc puis Victor Hugo, un écrivain, poète encore. Donc c'est tous des gens extrêmement influents qui ont marqué l'histoire, qui ont participé potentiellement et fort probablement à ces soirées-là. Où finalement, c'était juste des gens un peu de la même classe socio-économique, avec les mêmes intérêts, qui se retrouvaient pendant toutes ces années-là dans un endroit qui avait l'air absolument fantastique, pour avoir du plaisir, pour picoler, pour parler. Ils allaient dehors sur le balcon pour fumer un peu. Quelqu'un jouait de la musique, ils mangeaient du hash. Donc, tu sais, c'était plus ça que c'était, moi, je pense, au final, le club des Hachichins. C'était des gens qui pensaient un peu pareil, qui se rassemblaient parce qu'ils avaient les mêmes intérêts. Puis ça arrivait que des fois, ils étaient comme, OK, là, non, là, cette semaine, là, genre, on se fait une bonne dose de hache. Puis là, ils s'écrivaient des lettres et tout. Puis... Mais tu sais, c'était pas comme, on a un club, là, je vais prendre... Là, toi, t'es le trésorier du club, là, ça vous prend votre cotisation, puis là, on doit pas en parler à personne. Tu sais, il y avait pas... C'était pas une organisation, c'était juste genre des bohèmes bourgeois qui avaient envie de faire la fête, puis je le dis pas négativement, même c'est très bien, parce qu'eux, ils étaient dans un processus de création, de vivre le moment présent, puis tu sais, c'est tous des gens qui ont eu, comme on pourrait dire, un peu de succès dans leur vie artistique, que ce soit après leur mort ou pas, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, c'est vraiment des gens qui sont passés par là, qui ont influencé des générations et des générations d'artistes puis de gens dans la culture en général. Après, les gens, pourquoi ils ont dit que c'était mythique, c'est qu'ils ont fait « Ah ouais, tu vois, hein, tous les grands artistes de l'époque à Paris, là, hein, ils allaient fumer du hash, ils allaient manger du hash. » C'est pour ça qu'ils ont eu du succès, puis c'était une société secrète de gens qui ont contrôlé l'histoire de l'art. Puis là, tu peux te mettre à fabuler et tout, mais c'est soit la poule ou l'œuf. Moi, je pense que parce que c'était des gens qui avaient ce type d'esprit-là, qui étaient créatifs, puis qui avaient envie d'explorer, puis qui aimaient un peu le risque, se retrouvaient là-dedans, plus que parce qu'ils ont fait ça, ils ont eu plus de créativité. Puis c'est un mélange, là, ça les a nourris, puis ça a été nourri par
leur créativité aussi. Fait qu'il y a comme, tu sais, c'est pas tout noir ou tout blanc. Ouais. C'est pas genre, ouais, ils ont décidé de faire ça, puis là, par une conspiration quelconque, le hashish leur a donné le statut mythique qu'ils ont eu. Ouais, d'artiste, ouais. Puis Baudelaire, il était franchement plus opium déjà. Oui, donc, c'est ça, des choses plus fortes quand même. Tout à fait, ouais. Puis même les gens ont inventé toutes sortes de choses. Après, Baudelaire, il était peut-être pas aussi toxicomane qu'on le prétendait dans ses textes ou dans ce que les gens écrivaient sur lui. Donc c'est pour ça que c'est un mythe, c'est que c'est des légendes, c'est des histoires qui sont transformées, qui sont modulées selon les époques ou les interprétations. Donc, Bah, le contexte aussi, je pense, joue beaucoup. Le contexte légal, parce que c'était pas illégal, justement, c'était un trou. C'était la première fois que, je pense, des gens l'utilisaient de cette manière-là en Occident. Donc, tout était possible, en fait. Ouais, ce qu'Arwan nous a raconté, c'est que en fait, il n'y en avait pas beaucoup en France, donc il n'y avait pas forcément de cadre légal qui l'entourait. Ouais, ce qui est quand même assez intéressant parce que depuis au moins les années 1600, depuis au moins le 17e siècle en France, il y avait du chanvre. Ça fait longtemps qu'il y a du chanvre en Europe. Et puis on va en reparler dans un autre épisode, mais le chanvre, c'est la même espèce, c'est Cannabis sativa. C'est juste que c'est un chanvre qui a été sélectionné au fil des années de coévolution avec l'humain pour avoir des propriétés fibreuses, des propriétés nutritives et non psychoactives. Donc, ils savaient ce que c'était que cette plante-là. Là. Ça fait longtemps que Carl Linné a découvert la plante, là, puis ça fait longtemps que ça s'est propagé un peu aussi partout dans le monde. Fait c'est ça. Je sais pas à quel point c'était accessible, puis qu'est-ce qu'on savait de la plante version psychoactive, de la plante non psychoactive, mais si on avait une version, je m'attends à ce qu'il devait avoir des foyers de production quelconques un peu partout de l'autre version de la plante qui est psychoactive. Ça fait tellement longtemps que ça accompagne l'humain, finalement, dans sa vie de tous les jours. Fait que finalement, les vérités... Qu'est-ce qu'on peut dire qui était vrai pour sûr, selon notre cher ami historien sociologue Erwan? Le club a existé pour vrai. Il y avait les 3 protagonistes principaux, Boissard, Gauthier, puis Moreau de Tours. On est sur le 3 visites. Oui, il y a le lieu. C'est sûr que les gens allaient se défoncer au hache dans l'hôtel Pimodan, aucun doute. D'ailleurs, on pourrait revenir sur quelques petits passages. J'aimerais ça qu'on lise un peu certains des passages du livre de Théophile Gautier, puis avec ses écrits, on peut comprendre pourquoi les gens l'ont mythifié un peu au fil des années. C'est vrai qu'ils consommaient du hash. C'est probablement vrai qu'ils consommaient de la façon dont ils disent qu'ils l'ont consommé, l'espèce de pâte qu'ils mangeaient. C'est vrai qu'ils ont eu une influence marquée sur tout le milieu artistique. C'est tous des gens qui étaient très influents dans leur monde artistique à ce moment-là, puis qui l'ont été après. Et même... La raison pour laquelle c'est vrai que ça a eu une grande influence, ce club-là a eu une immense influence sur les gens qui en ont fait partie ou qui ont participé aux séances. Peut-être pas dans la manière mythologique dont on raconte, là, parce qu'ils ont fait partie du club, ils ont eu accès à quelque chose, un statut socio-artistique, économique, mais les gens qui ont potentiellement participé aux rencontres puis qui ont mangé ça ont souvent cité en fin de vie. Puis Erwan nous le disait, ils ont décrit à la fin de leur vie ou très tard dans leur vie, beaucoup de temps après les événements, à quel point c'était une période qui était belle. C'était quelque chose, ils en parlent avec une forme de mélancolie ou de nostalgie, de genre, ça a été un point tournant. Un peu exactement. Dans leur vie, Donc c'était quelque chose qui était très spécial pour les gens qui ont participé à ça à l'époque, je pense. Fait que... Ça, au moins, c'est vrai. Maintenant, c'est quoi les zones d'ombre? Qu'est-ce qui était moins vrai? La fréquence, honnêtement, je pense qu'il y avait ça qui ressortait beaucoup. C'était pas quelque chose qui avait lieu toutes les semaines, avec un carton d'invitation, il faut que tu sois là, ou c'est bon, tu fais des invités, ça n'existe pas, ou le fait que ce soit caché, ou... je pense qu'il y a ça. Je pense aussi l'impact, parce que là, on parle de cet impact-là à ce moment en 2026, mais ça a mis du temps à ce que ces écrits, en fait, prennent une importance, prennent de l'ampleur. Donc, il y a ça aussi. Il y a eu un petit temps de latence entre les deux.
les invités, où effectivement on ne sait pas vraiment qui était, qui n'y était pas. J'aime croire que ça laisse une part aussi d'imagination sur l'influence à l'époque du hashish sur l'art entre, on va dire, on espère que ça a influencé au-delà des visites, donc au-delà de 1849. Mais ouais, il y a quand même... Je pense que c'est aussi bien d'avoir des zones d'ombre. Il y a aussi quand même, je trouve, des zones d'ombre sur les effets, parce que très romancé par Théophile Gautier, qui voit des créatures mi-humaines, mi-animales, vraiment des têtes de chérubins qui flottent. Des têtes de chérubins qui flottent. Je sais plus, c'est genre le piano... Qui est au piano? Il sait pas trop, je crois. Et puis après, il tombe, et puis il marche très longtemps. Et puis, bon, je pense que... C'est dramatique. Mais je pense que, tu vois, ce que Théophile Gautier a écrit était beaucoup plus romantisé ou romantique comme vision que ce que Jacques-Joseph Moreau de Tours avait écrit, parce que lui, l'aliéniste, il était comme un petit peu plus pragmatique, ou ce que lui écrivait de comment ça se passait sous hashish ingéré. C'était ni beau ni laid, c'était un peu un mélange de tout ça. Il décrivait des gens qui avaient des réactions extrêmes. Puis ils ont même fait des essais cliniques après sur des gens choléra, tétanos, ce genre de choses-là. Donc, avec des effets mitigés, mais à l'époque, ils savaient même pas que le système endocannabinoïde existait. Ils avaient un mode d'administration, ils n'avaient pas fait l'analyse de quantification chimique des métabolites. On était loin, c'était juste comme... Ouais, c'est ça. Là, c'était comme, je pense que ça, c'est psychoactif. Tiens, mange ça. Ça marche pas, je te fais une saignée. Allez. Mais puis là, ça, c'est un autre point aussi sur lequel j'aimerais revenir, parce que... puis je sais pas si on va l'aborder dans un autre épisode, mais en même temps, où... justement, la France, par impérialisme un peu puant, allait dans d'autres pays pour s'approprier des territoires, puis affamer puis tuer des populations de façon assez sordide. Les Anglais faisaient la même chose. Donc, les Français, eux, ils étaient en Égypte. Les Anglais, eux, sont allés en Inde. Puis que ce soit en Égypte ou en Inde, c'est des cultures qui, depuis des millénaires, utilisent le cannabis. Donc, au même moment, fin des années 1800, il y avait William Brooke O'Shaughnessy, qui est un médecin irlandais de l'époque, qui a été directeur d'un hôpital en Inde quand il a été déployé avec son service militaire, puis qui a ramené après ça en Occident ou en Europe, mais du côté anglais, le savoir du cannabis, parce qu'il est allé sur place, puis il voyait que les gens sur place, tout le monde utilisait des teintures, ils utilisaient aussi du hashish. Puis donc, ils utilisaient des versions très transformées de la plante, puis ils utilisaient pas que pour se retrouver dans un club pour avoir du plaisir puis halluciner, mais clairement pour des indications médicales. Fait que, au même moment où Moreau faisait ses expérimentations puis ses études sur l'aliénation, donc plus la version santé mentale, tu avais William Brooke O'Shaughnessy qui faisait la même chose, des essais cliniques aussi de l'époque, mais sur les effets physiques. Tétanos, choléra, rage, hydrophobie, plein de des trucs. Il a testé sur les chiens, les chats, les oiseaux, des reptiles. Et c'est cool parce que ça fonctionnait sur tous ces animaux-là. Donc déjà, il y avait l'intuition de dire... je pense que tous les animaux possèdent un système endocannabinoïde puis peuvent répondre aux cannabinoïdes. Puis c'était vraiment le début de la connaissance. Donc, en même temps, les Français et les Anglais faisaient les mêmes choses. Là. Du côté français, c'était plus comme l'aliénation mentale, puis l'autre côté, c'était plus physique. Mais puis les deux ont pensé à faire plus ou moins le même genre d'essai sur plus ou moins les mêmes conditions, tu sais. Le choléra, entre autres. Là. Puis ça, c'est quelque chose que j'aurais dû demander à Erwan. C'est-à-dire comme, c'est quoi la différence de perspective historique puis socio-culturelle dans chacune des deux cultures indépendamment qui devaient peut-être pas se parler de leur découverte, là, tu sais. Fait que, puis il y a des publis, on peut aller lire William Brooke O'Shaughnessy encore, qui a publié dans les revues scientifiques de l'époque ses essais cliniques, puis qui rapporte un peu
les effets. Là. Fait que c'est quand même drôle. C'est excellent. C'est une des raisons pour lesquelles on a un contact maintenant avec le cannabis là, dans nos sociétés occidentales. C'est comme la première fois où on a redécouvert en tant qu'humain cette substance-là. On s'est mis à faire toutes sortes de choses bizarres avec. Et est-ce que ça ferait un lien entre la manière dont les sociétés plus francophones s'approprient le cannabis et les sociétés plus anglophones? Est-ce que c'est un héritage de ça? Je me demande. Peut-être. C'est une très bonne question. Je pourrais pas répondre avec mes piètres connaissances sur le sujet, mais c'est une question ouverte. Je me demande si c'est ça. Est-ce que ça a donné plus cet enclin à voir le cannabis comme quelque chose de plus médicinal et de l'autre côté plus comme quelque chose qui serait aliénant et donc quelque chose qui serait plus dans la prohibition aussi? Je sais pas. Peut-être, puis en plus, il y avait différentes... Ils n'étaient pas nécessairement au même stade. William Brooke O'Shaughnessy, pourquoi il est important? C'est un des pères fondateurs de la médecine moderne. C'est lui qui a inventé la thérapie intraveineuse. Donc, pour revenir à ce que tu disais, ah ouais, ça va pas bien, man, je te donne un peu d'ash, je te fais une saignée, donne-moi ton bras, je te mets des sangsues, mais tu sais, en réponse à ça, William Brooke O'Shaughnessy, ce qu'il s'est dit, c'était un scientifique là, hors pair. Il a publié des choses sur le télégramme. Oui, le télégramme. C'était un chimiste, c'était un médecin, c'était un expérimentateur, c'était un militaire, un dirigeant d'hôpital. Tu sais, c'était vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. Puis c'est grâce à lui maintenant qu'on a des solutés puis qu'on injecte des choses dans les veines, que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons après. mais du point de vue médical, tu sais, il était comme... il y a des choses dans le sang, puis là, je peux réussir à changer la balance de ces éléments-là dans le sang. Fait qu'il était très intéressé par la physiologie comme telle, genre les échanges ioniques, les nutriments qu'il y a dans le sang, comment tu fais pour rattraper du mauvais sang, finalement. C'est-à-dire, tu sais, t'as une batch de mauvais sang dans la personne, là, puis là, il faut que tu changes ça. Fait qu'au lieu, genre, de le faire saigner puis d'en faire produire d'autres, ben, il injectait des trucs dedans. Fait que tu sais, souvent, j'utilise cet argument-là. C'est comme ce gars-là, il avait des bonnes intuitions. S'il avait l'intuition que le cannabis pouvait avoir une influence positive puis assez générale puis importante sur le corps humain, il faudrait peut-être écouter son idée puis essayer de la pousser un peu. Mais... ouais, très, très intéressant. Un épisode entier, en fait. Hein. Ouais, absolument. Dites-nous si vous avez envie d'entendre parler de William Brooke O'Shaughnessy, puis on va vous lire des extraits de ses publications. C'est assez drôle. Tu sais, c'est pas comme un essai clinique maintenant. Ça là. va évoluer. C'est comme un roman, il décrit en mots comment la personne se sent. Oh, la personne était en train de chanter. Tu sais, c'est du genre, il y a des gens qui étaient alités, couchés dans le lit, plus capables de rien faire. Ils donnaient soit du hash ou bien beaucoup, comment ils fonctionnaient en Inde, c'était des teintures mères, donc des macérations dans l'alcool. Donc, des fleurs de cannabis macérées dans l'alcool, tu récupères l'alcool. Tu filtres, puis là, ben, ils prenaient ça. Ça peut être dans de l'eau, tu peux faire des pommades, tu peux te frotter avec la peau, tu peux faire plein de choses. Il en donnait un peu au patient, il attendait un peu, puis là, il écrivait. Puis là, mettons, le patient, ça faisait 3 jours qu'il buvait pas, qu'il mangeait pas, qu'il était couché. Ben là, il disait, tout d'un coup, le patient se met à rire et m'appeler pour manger, puis il mange un bon repas. Puis là, il décrit toute l'évolution dans le temps, tu sais, du patient. C'est super intéressant. Ouais, on fera une sélection des meilleurs patients. Oui, puis tu sais, c'était un peu... Il n'y avait pas de comité d'éthique là, à l'époque. Là, c'était genre des gens qui étaient voués à mourir dans des lits, puis ils étaient comme, je vais juste donner un peu de weed, voir ce que ça fait, tu sais. Fait que c'est que ça les aide. Ben ouais. Mais en même temps, tu sais, ouais, tant mieux, parce que bon, il essayait de les aider, tu sais. Il était comme, je vais pas les laisser mourir dans le lit. J'ai vu dans le village là-bas, ils utilisent cette espèce de teinture brunâtre là, qui vient d'une plante, puis... Donc, il y avait vraiment une bonne intuition. Il observait, il y avait une intuition, il déduisait des choses, puis après ça, ben, il expérimentait. Fait que je pense que Moreau était un peu comme ça aussi, mais version santé mentale. Ouais. Un petit peu plus space. Ouais, c'est ça. Peut-être que, tu sais, j'aimerais ça lire un bout du clip des Hachichins juste pour vous montrer à quel point... C'est sûr que c'était pas exactement comme ça. C'est très embelli. Là. C'est lyrique. Je vais pas en lire beaucoup, mais juste comme pour donner une idée, mais vous pouvez aller lire au complet, je pense, sur Internet. Mais donc, c'est Club des Hachichins en 1848, publié dans la revue des Deux Mondes. Vous êtes prêts? C'est merde. Un soir de décembre. Obéissant à une convocation mystérieuse, rédigée en termes énigmatiques, compris des affiliés, inintelligibles pour d'autres,
j'arrivai dans un quartier lointain, espèce d'oasis de solitude au milieu de Paris, que le fleuve, en l'entourant de ses 2 bras, semble défendre contre les empiètements de la civilisation, car c'était dans une vieille maison de l'île Saint-Louis, l'hôtel Pimodan, bâti par Lauzun, que le club bizarre dont je faisais partie depuis peu tenait ses séances mensuelles, où j'allais assister pour la première fois. Bon, déjà, on voit que c'est mis en scène d'une certaine façon, c'est un peu lugubre, il y a du mystère et tout. Puis après un certain temps, il décrit son arrivée, puis là, il décrit quand il rentre dans la pièce. « C'est lui !» crièrent en même temps plusieurs voix. « Qu'on lui donne sa part !» Le docteur était debout près d'un buffet sur lequel se trouvait un plateau... Le docteur, on parle de Moreau ici. Chargé de petites soucoupes de porcelaine du Japon. Un morceau de pâte ou confiture verdâtre, gros à peu près comme le pouce, était tiré par lui au moyen d'une spatule d'un vase de cristal et posé à côté d'une cuillère de vermeil sur chaque soucoupe. Un petit peu plus loin, il dit, quand le buzz commence à rentrer, « L'hallucination, cette hôte étrange, s'était installée chez moi. »« Au salon !» cria un des convives. « N'entendez-vous pas ces chœurs célestes ?» Les musiciens au pupitre depuis longtemps. En effet, une harmonie délicieuse nous arrivait par bouffées à travers le tumulte de la conversation. Je regardai alors au plafond et j'aperçus une foule de têtes sans corps, comme celle de chérubins, qui avaient des expressions si comiques, si physionomies si joviales et si profondément heureuses que je ne pouvais m'empêcher de partager leur hilarité. Des voix tour à tour glapissantes ou caverneuses criaient « Non, c'est trop drôle! En voilà assez! Oh, mon Dieu, que je m'amuse! De plus en plus fort! Finissez, je n'en puis plus! Oh, oh, oh. Quelle bonne farce! Quel beau calembour! Arrêtez, j'étouffe, j'étrangle! Ne me regardez pas comme ça, ou faites-moi cercler, je vais éclater! » Un des membres du club qui n'avait pas pris part à la voluptueuse intoxication afin de surveiller la fantasia et d'empêcher de passer par les fenêtres ceux d'entre nous qui se seraient crus des ailes, se leva, ouvrit la caisse du piano et s'assit. Ses 2 mains tombant ensemble s'enfoncèrent dans l'ivoire du clavier et un glorieux accord résonnant avec force fit taire toutes les rumeurs et changea la direction de l'ivresse. À la gaieté un peu convulsive du commencement avait succédé un bien-être indéfinissable, un calme sans bornes. J'étais dans cette période bien heureuse du hashish que les orientaux appellent le kiff. Je ne sentais plus mon corps. Les liens de la matière et l'esprit étaient déliés. Je me mouvais par ma seule volonté dans un milieu qui n'offrait pas de résistance. C'est quand même un cool récit. Là. Ouais. C'est très sensoriel, en fait, je trouve. Ouais. Voilà. C'est Baudelaire qui disait qu'il ne fallait pas se fier exactement à ce que Gautier disait, parce que justement, il avait l'habitude de beaucoup romancer et que c'était pas, comme disait Erwan, un trip report. Mais c'était vraiment très romancé comme. C'était sa façon de faire un trip report. Ouais. Mais je me demande d'ailleurs comment il faisait. Est-ce qu'il avait son petit bloc-notes pendant qu'il était en train de faire le trip? Il disait OK, chérubin, piano, ou c'est vraiment. Puis après, il prend les mots-clés, puis juste des mots-clés. Bah oui, parce que tu peux pas écrire des phrases. Ah, c'est drôle. Non. Ouais, ça dépend là, s'il sent plus ses membres. Ça se peut qu'il soit pas capable d'écrire. Hein. J'ai des connaissances comme ça, des fois, qui se disent souvent ah non, là, je peux plus bouger. Là. Il se passe plus rien. Là. Ouais. C'est ça. Mais n'empêche que il décrit ça comme une expérience extrêmement euphorisante de bien-être. Donc, c'était des gens qui étaient à la recherche d'expériences, d'euphorie puis de bien-être. Puis après ça, ils parlaient de ce qu'ils avaient fait. Puis, Théophile Gautier a fait... C'est-tu lui qui a fait un autoportrait de lui sous hashish? C'est comme autoportrait sous hashish, puis il est debout avec son grand chapeau. C'est Baudelaire. C'est Baudelaire, c'est Baudelaire oui, et il s'est représenté plus grand que la Tour Vendôme. Ben oui, bien sûr. Excellent. Évidemment. Je faisais au moins 8 pieds à l'époque. Mais, ouais. Ah, ouais. Donc, moi, je pense que c'était beaucoup des retours sur expérience. C'est comme avec l'impression de mon trip, comment je pourrais raconter mon expérience? Ah, comment c'était? Donc, allez, je vais dire qu'il y avait des têtes de chérubins en haut, là, mais en même temps, ils étaient de l'hôtel Pimodan, c'est pittoresque, là. Oui.
les pièces que vous pouvez trouver sur Internet, des photos de l'intérieur, là, des gigantesques pièces avec des foyers, des armatures, des colonnes, justement des peintures, je sais pas, des fresques, des moulures, des statues à l'intérieur, ça n'a pas rapport, là, tu sais. Fait que, évidemment, si t'es complètement gelé, puis t'hallucines, puis t'es là-dedans, c'est sûr que tes souvenirs, c'est comme, il me semble qu'il y avait un serpent sur mon épaule. Fait ouais, je trouve que ça valait la peine de montrer à quel point tu peux pas vraiment te fier à un genre de poète en délire post-trip de hache hallucinogène pour marquer des faits historiques. Disons. Mais je pense qu'on peut s'y fier comme une espèce de récit de savoir expérientiel, par exemple. C'est vrai. Qui démontre finalement que justement, c'est pas tout ou rien, tu sais, ou c'est pas juste trop consommer mène toujours à la même chose. Il y a des gens qui ont, puis ça c'est intéressant de noter, il y a des gens qui ont fait des mauvais bad trips, il y a des gens qui ont eu des trips hallucinogènes ultra inspirants, qui leur ont amené empathie, ouverture, calme, gaieté, paix intérieure. Il y a des gens qui sont allés là, comme les 2 Turcs, qui ont absolument rien senti. Donc, d'un côté, tu as des gens qui hallucinent, d'autre côté, des gens qui veulent se jeter en bas de la fenêtre, des gens qui ont peur, des gens qui prennent la peine après, comme Baudelaire d'écrire, comme quoi c'est épouvantable prendre ces substances-là, même si les gens n'ont pas compris, c'est ça qu'il voulait dire. Puis tu as les 2 autres Turcs qui sont là dans le coin, qui bouffent plein de hashish, puis qui sentent rien, puis qui buzzent pas. Puis, tu sais, c'est un peu drôle dans les dires de Gauthier, comment il rapporte, tu sais, genre, tu sais, il traite quasiment de salauds, là. Il est comme, les 2 salauds, là, dans le coin, ils buzzent même pas, puis ils ont trop mangé, puis ils en redemandent en plus, on va pas leur en redonner, tu sais. C'est quand même drôle. Fait que c'est juste pour dire que l'expérience de cannabis, c'est pas juste une expérience, puis ça revient encore une fois, puis là, j'essaie de boucler la boucle avec Tricombe, mais c'est quand même ça, c'est une question de contexte, puis c'est une question de dose, mais c'est une question d'individu aussi. Puis qu'est-ce que tu prends, combien t'en prends, où est-ce que tu le prends, puis qu'est-ce que ça donne comme effet, ça, tu sais? Parce que c'est vraiment pas la même chose pour tout le monde. Si on veut bien le comprendre, il faut faire mieux que le club des hachichins, il faut prendre des données pragmatiques. On devrait peut-être donner la possibilité aux participants de Tricombe d'écrire à la Théophile Gautier. 100%, OK. Les personnes qui veulent écrire un trip report poétique, on va prendre par courriel, puis on va vous envoyer un petit cadeau pour la personne qui va gagner. Allez. Eh bien. C'est noté, c'est dit. Voilà. Et ça conclut J'ai pris cette décision. Ouais, rock and roll. Et oui, mais parfait. On boucle les expériences comme ça en attente d'autres récits fantastiques. Tout à fait. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Amani, d'avoir accepté de venir. Un plaisir. Et puis merci François-Olivier pour le beau récit dont on a bien profité. C'était très vivant, très vécu. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Ciao. Peace out tout le monde. Bye. Bye.